Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence une fois de plus pour ce 21e apéro code qui porte sur le nouveau framework JS Svelte.js que Mathieu va vous présenter dans de plus grands détails. À toi l'honneur, Mathieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de parler de Svelte. Donc le titre de la conf était on va présenter 15 fonctionnalités qui me tiennent à cœur sur Svelte. Finalement, je vous en présente que 14. Tout simplement parce que le talk, si j'avais mis 15 fonctionnalités, était beaucoup trop long, donc j'ai essayé de couper un peu dans le gras. L'objectif de ce talk aussi est de ne pas dénigrer les autres frameworks. Donc on va comparer Svelte avec d'autres frameworks. Cependant, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ou un qui a la meilleure réponse sur une problématique que les autres. C'est différentes approches, donc on va parler des différentes technos, mais sans forcément dire il y en a un qui est meilleur dans l'absolu par rapport à l'autre. Et puis évidemment, donc c'est un apéro code, donc on va voir un peu de code. Donc on va commencer par une définition de ce que c'est Svelte avant de regarder les 14 points en question. Donc Svelte est une alternative à React, Vue.js ou Angular. Donc là on se place vraiment dans le monde du front-end lorsqu'on va faire du Svelte. Svelte, il sert à faire une seule chose, mais il le fait très très bien. Donc c'est un framework de composants. Donc il va permettre de créer des composants à afficher dans notre page HTML. Donc l'objectif principal de Svelte, c'est vraiment d'amincir, pour la petite illusion à Svelte, c'est vraiment d'amincir la quantité de code et la partie qu'on doit produire, donc on va taper moins de code, et lorsqu'on va exécuter l'application, la quantité de code à télécharger. Concrètement, donc Svelte, c'est pas quelque chose de nouveau, on en parle un peu plus ces derniers temps, mais la première version de Svelte a été faite en 2016. L'auteur de Svelte, c'est un monsieur qui s'appelle Rich Harris, qui travaille au New York Times en tant qu'éditeur de graphique, donc tout ce qui est publication de graphique, etc., il est en charge là-dessus. Ce monsieur, en fait, c'est pas son premier projet, il en a déjà fait quelques-uns qui ont la cote, notamment Rollup.js, qui est un bundler, une alternative à Webpack, et Degit, qui est une alternative au Git clone en mode beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, Svelte, on est en version 3.38, et c'est plus une seule personne qui maintient Svelte, c'est vraiment une core team. Donc il y a une vingtaine de commits réguliers sur Svelte. Pour la petite blague, Rich Harris, il a la réputation sur Twitter de ressembler très fortement à un personnage de Silicon Valley qui s'appelle Erlich Bachman. Voilà, donc c'était pour la petite allusion rigolote là-dessus. Donc, juste avant de commencer la liste des 15 points, on va juste rappeler brièvement qu'est-ce que c'est un component, qu'est-ce que c'est un DOM, parce que c'est des mots que je vais utiliser très régulièrement au niveau de cette présentation. Donc, on va essayer d'illustrer un peu ce que c'est les définitions de ces deux. Donc, on va commencer par le DOM, donc c'est la partie de droite. En fait, lorsqu'on va écrire du HTML, notre navigateur va avoir une représentation de qu'est-ce que c'est que ce HTML, avant de faire le rendu. Donc cette représentation va être une arborescence, donc on va commencer par une première balise HTML, ensuite il va y avoir un fils, un autre fils, et plusieurs balises. Sur chaque nœud, je peux avoir différentes propriétés, notamment donc, des attributs, notamment des événements, etc. Donc ça, c'est ma représentation que mon navigateur se fait de ma page, c'est ce qu'on appelle le DOM. Par derrière, donc il y a une autre notion qui existe, qui s'appelle le component. Donc ça, c'est une notion que le navigateur ne connaît pas. C'est une notion qui est amenée par les différents frameworks type Svelte, type Angular, type React, etc. Où en fait, le component, c'est juste une simple classe JavaScript qui va gérer un état du composant. Donc il a deux fonctionnalités. Un, il gère l'état d'une portion de la page, et deux, il va décrire ce qui est affiché. Le framework, c'est la petite flèche qui est en rouge, en fait. C'est lui qui va être en charge de faire matcher ce qu'il y a dans mon component et synchroniser ça avec le DOM. Le DOM, en fait, possède tout un tas d'API. Donc, je vais vous présenter un petit peu voilà, à quoi ça ressemble sur cette page-là. Typiquement, ici, on voit la représentation HTML. Et derrière, en fait, je vais pouvoir accéder à mon DOM. Si je tape le $0, c'est vraiment cette balise ici qui est sélectionnée.
typiquement, mon API DOM, je vais pouvoir faire une variable button et définir, donc demander à l'API DOM de créer un bouton. Je vais pouvoir ajouter ce bouton sur ma balise que j'ai sélectionnée. On ne le voit pas très bien, et puis modifier mon bouton pour lui donner un petit texte, parce qu'on aime bien ça. Donc en très peu de JavaScript, on est capable de modifier le DOM, et typiquement, ça va être la charge du framework de faire ça. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? On n'a pas de questions sur le chat, donc on est pas mal pour le moment. Ok, alors c'est parti pour le petit listing de fonctionnalités. Premièrement, donc on va parler de HTML, JS et CSS. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous connaissez HTML et CSS? Eh bien, si la réponse est oui, je vous annonce que vous pouvez déjà faire du Svelte, en fait. Vous n'avez pas de limitation pour faire du Svelte. Concrètement, donc, vu que Svelte est un framework de composants, comment est-ce qu'on crée un composant Svelte? On va tout simplement créer un petit fichier qui va porter l'extension Svelte, donc helloworld.svelte par exemple. Et là-dessus, en fait, on va pouvoir définir 3 parties. Donc, il va y avoir une première partie qui va être la partie JavaScript, qui va être entourée de balises script. Donc ici, je vais pouvoir définir du code JavaScript. Une deuxième partie qui va être la partie CSS. Donc ici, je vais pouvoir déclarer tout mon code CSS. Et la troisième partie qui va être mon code HTML. Donc, mon composant helloworld.svelte, lorsque je l'exécute et je le rends dans ma page, il va tout simplement afficher ça. Bonjour Jean-Pierre, tout va bien se passer. Avec un petit style pour mon H1 et ma variable name qui a été évaluée à Jean-Pierre. Tout simplement. C'est tout en fait pour la première partie. Typiquement là, n'importe quelle personne qui a fait du HTML, JavaScript, CSS, il est capable de lire ce qu'il a sous les yeux. Deuxième partie en fait, on va parler du REPL. REPL en fait c'est un terme qui est utilisé dans d'autres langages pour définir read, eval, print et loop. Typiquement si vous faites du Python, du Node.js, etc. C'est comment évaluer rapidement mon petit bout de code et voir ce que ça fait. Donc sur Svelte, on a un petit site qui s'appelle le REPL de Svelte. Et je vais pouvoir tout simplement regarder et voir en temps réel ce que je suis en train de décrire. Donc je vais pouvoir modifier mon JavaScript et automatiquement mon JavaScript va être rendu. Je vais pouvoir modifier mon HTML et automatiquement voir ce que je tape. Et je vais pouvoir modifier mon CSS et voir directement ce qui se passe. Donc ce REPL, moi personnellement, j'utilise beaucoup pour expérimenter sur Svelte. Et au sein de cette présentation, je pense qu'on va beaucoup l'utiliser pour vous illustrer un peu ce qu'on va faire. Donc le REPL, c'est vraiment une grosse force du framework, pouvoir avoir un accès très rapide et très facile du code de Svelte. Typiquement, vu que je vais l'utiliser beaucoup, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si vous arrivez à le lire? Est-ce que c'est suffisamment gros? Sinon, je zoome. Tu peux zoomer un tout petit peu, à mon avis, Mathieu. Je vais essayer de zoomer un petit peu. C'est mieux comme ça? Ça me paraît bien. Okay, ouais. Super. Donc ça, c'était mon deuxième point. On va arriver sur le troisième point, en fait, qui est donc le langage de templating. Donc c'est la partie HTML. Et je trouve qu'il y a une très forte cohérence dans tout le langage de script de templating. Typiquement, sur d'autres frameworks, il y a beaucoup de méta-caractères à connaître pour pouvoir utiliser le système de templating. En Svelte, il y en a très peu. Donc, avec très peu de syntaxe, on arrive à faire énormément de choses. Donc, on commence avec la première syntaxe qu'on a déjà vue auparavant. Pour afficher une variable, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre cette variable entre accolades dans notre fichier HTML. Donc là, tout simplement, mon template va afficher le contenu de cette variable. Ensuite, typiquement sur une balise, j'ai besoin de lier un attribut de cette balise à ma variable. Tout simplement, sur mon attribut, je vais lui mettre entre accolades ma variable. Et donc, ma propriétaire a un accès en lecture seule à cette variable. J'ai besoin d'avoir un accès en lecture-écriture à cette variable
pour que soit la variable est modifiée, il modifie la propriété, soit la propriété est modifiée, il modifie ma variable, j'ai juste à préfixer bind avec cette propriété et automatiquement, j'ai un accès en lecture-écriture. Dernier système de templating, j'ai besoin de réagir à un événement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le on, le nom de mon événement, et ensuite, je lui passe une fonction. Je vous propose qu'on illustre ce système de template assez rapidement. Typiquement, avec un champ de saisie input type texte. On n'est pas des animaux, on va mettre un placeholder quand même. C'est un nom. J'aimerais que mapper sur un input, on a l'attribut value qui représente qu'est-ce qui est saisi dans mon champ de saisie. Donc je vais lui mettre mon attribut value, je voudrais qu'il soit bindé et qu'il soit mappé avec name. Là, ma variable name, c'est ce qui est saisi dans mon champ de saisie. Maintenant, si je modifie mon champ de saisie, ma valeur de ma variable n'est pas mise à jour. Pour faire ça, j'ai juste à préfixer par bind mon attribut, et à partir de là, automatiquement, ma variable est mise à jour en fonction de ce que j'ai saisi dans mon input. Dernière chose, réagir à un événement. Donc, par exemple, lorsque je clique, ici, il faut que je lui passe une fonction. Donc, en JavaScript, on a une syntaxe très courte pour faire une fonction, qui est la lambda. Donc, tout simplement, je mets une parenthèse flèche et ensuite mon expression. Donc, lorsque je clique sur mon champ de saisie, je vais mettre ma variable name à la valeur sedona. J'ai cliqué, je mets quelque chose, je reclique, automatiquement, ça remet ma variable name à ce que j'ai défini dans ma fonction. Donc, en JavaScript, on a plusieurs manières de faire des fonctions. Donc, ça, c'est la syntaxe courte. On a la syntaxe plus longue, qui est tout simplement de définir une fonction qu'on va nommer, handle par exemple. Et ici, on va juste lui dire, voilà, au sein de ma fonction, voilà ce que tu vas faire. Et lorsque j'affecte onClick, j'affecte la référence de la fonction, donc handle click, et automatiquement, j'ai le même comportement. Je clique, et ma variable est mise à jour. Donc avec très peu de jeux de syntaxe, j'arrive déjà à faire énormément. Donc maintenant, c'est cool, on sait affecter des variables, modifier, les afficher. Maintenant, dans un langage de programmation, ce qu'on a besoin, c'est aussi définir des blocs de logique. Donc il n'y en a pas beaucoup au sein de Svelte, mais on peut déjà faire énormément avec. Le premier bloc de logique qu'on a, en fait, c'est tout simplement les conditions. Donc comment est-ce qu'on définit un bloc de logique? C'est une accolade avec un hashtag ou un dièse. Et ensuite, on définit quel est le bloc de logique qu'on va utiliser. Donc, on a le if, avec une condition évaluée. Si ma condition est vérifiée, je vais afficher ma petite syntaxe, ce qu'il y a dans mon bloc if. J'ai possibilité de faire un if-else. Donc, j'ai toujours mon bloc if. Et dedans, en fait, je vais lui préciser, attention, j'ai aussi une autre condition else. Donc, si ma condition est vérifiée, j'affiche mon premier bloc. Sinon, j'affiche mon deuxième bloc. Ensuite, on a la possibilité de faire un if-else multiple, donc comme majorité des langages, avec if condition, else. Sinon, si cette condition est vérifiée, j'affiche ce bloc-là. Et dans tous les autres cas, si aucune des deux autres conditions n'est vérifiée, j'affiche mon dernier bloc. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans les boucles? Typiquement, les boucles permettent de parcourir un tableau JavaScript et d'afficher du template en fonction de chaque élément de mon tableau. Donc, comment est-ce que je fais ça? C'est toujours le même type de syntaxe, une accolade ouvrante, un dièse, le mot-clé each, et à partir de là, donc, sur quoi j'itère mon tableau, et ma variable d'itération, c'est celle que j'ai définie après mon mot-clé as. Donc ici, je vais évaluer ce bloc de template pour chaque élément que j'ai dans mon tableau. Et ma variable item, ce sera ma variable d'itération. Typiquement, on a aussi une deuxième syntaxe qu'on va utiliser qu'on utilisera un petit peu plus tard lorsque je vous parlerai des animations, mais qui permet en fait d'identifier par une clé unique chaque bloc de template qu'on va rajouter dans la page.
Dernier bloc de logique, en fait, c'est les promesses. Aujourd'hui, tous les navigateurs savent, enfin, du moins les récents, savent gérer la notion de promesse qu'on a en JavaScript, qui est une notion native maintenant. Donc une promesse, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une fonction qui va nous donner une promesse de résultat. Promesse de résultat, ça ne veut pas dire que le résultat sera toujours valide, ça veut dire, t'inquiète pas, un jour je vais te répondre. Donc un jour, ça peut être dans une seconde, ça peut être dans 5 minutes, ça peut être instantané, c'est je vais te donner un résultat. Le résultat peut avoir deux états, soit l'état success, c'est-à-dire j'ai bien répondu à ta réponse, soit l'état error, dans ces cas-là, désolé, j'ai pas réussi à répondre à ta demande. L'illustration d'une promesse la plus simple, c'est tout simplement faire une requête HTTP. Lorsque je fais une requête HTTP, je ne vais pas avoir une réponse instantanée, le temps qu'il y ait un aller-retour qui se fasse côté serveur. Donc je vais avoir une promesse de réponse, le temps que la requête HTTP se fasse. Si tout s'est bien passé côté serveur, je vais avoir ma réponse, et donc je vais pouvoir afficher cette réponse. Si par exemple, j'ai plus de connexion Internet ou le serveur n'est pas disponible à ce moment-là, je vais avoir une erreur. Donc avec un petit bloc de promesses, on peut gérer ces trois états assez facilement. Donc afficher un message pour patienter le temps que la promesse soit résolue. Lorsque la promesse a été résolue avec succès, je vais afficher mon template avec la variable qui est définie dans le Zen à utiliser, qui correspond au résultat de ce que j'ai demandé. Ou sinon, j'ai mon bloc d'erreur qui est défini avec un catch, et ici j'ai l'erreur en question qui a été donnée par la promesse. Donc pour illustrer tout ça, on va prendre un petit exemple. Donc ici, qu'est-ce que c'est comme petit exemple? Tout simplement, j'affiche quelque chose, j'appuie sur Entrée, et ça vient me mettre ce que j'ai saisi dans un tableau JavaScript. Donc la première syntaxe qu'on va voir, c'est j'aimerais itérer sur ce tableau JavaScript. Donc pour rappel, c'est une accolade ouvrante. On définit le mot-clé each. Quel est mon tableau? Eh bien, ici, c'était mes names. Et ici, pour ma variable d'itération, on va dire que c'est name. Qu'est-ce que je vais afficher alors à chaque fois que je vais itérer par-dessus ce tableau? Je vais afficher une liste avec mon name. Donc là, typiquement, quand je saisis quelque chose, entrée, je vais avoir ma liste qui va s'afficher et être populée en même temps que mon tableau a des entrées. On peut tout simplement utiliser des blocs de conditions aussi. Typiquement, comment on fait? Le mot-clé dièse, if. Le name, c'est Sedona, par exemple. Dans ces cas-là, on va afficher un petit emoji. Et on ferme notre bloc if. Si j'affiche coucou, entrée, j'ai bien mon truc qui est affiché et ma condition qui est résolue à false. Si j'affiche Sedona, j'ai mon petit pouce en l'air qui est affiché. Voilà, donc là, on a vraiment la base d'une syntaxe très simple pour le système de templating. C'est parti. Alors, donc maintenant, c'est bien beau ce REPL, mais comment est-ce qu'on fait pour créer un projet? Il y a déjà, rien que là, démarrage d'un projet Svelte, il y a déjà une expérience développeur qui est assez intéressante, juste avec cette partie-là. Donc typiquement, on a deux manières pour créer un projet. Donc soit depuis le REPL, on a un petit bouton télécharger, je clique dessus, et j'ai un zip qui est fait avec mon projet Svelte, que je vais pouvoir compiler en ligne de commande. Hop. Ou bien, j'ai tout simplement la ligne de commande. Et sur donc 3 lignes de commande, une première pour aller créer la structure de mon projet, une deuxième pour installer les npm install, c'est-à-dire télécharger la terre entière avec le node module, et une troisième pour le run dev. Alors généralement, on ne le fait pas, le npm install, quand on fait une présentation, mais là, pour le coup, je vais vous le faire. Je vais me créer un petit dossier. On va aller là. On va tout simplement récupérer la structure de mon projet. Donc là, ça s'est fait en 2 secondes. Je vais aller faire mon npm install. Donc là, c'est le moment où, normalement, tout bon développeur va prendre un café. En fait, sur Svelte, c'est assez instantané.
Donc en 4 secondes, il nous a récupéré la totalité des dépendances dont il a besoin pour le projet. Et dernier, on va lancer le petit serveur avec notre code, avec le npm run dev. C'est parti, j'ai déjà... alors là, je viens de péter. Hop. Voilà, donc tout simplement, j'ai mon projet qui vient exécuter, quoi. On va peut-être aller voir la structure du projet juste pour regarder ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 2 fichiers JavaScript, un fichier main.js qui définit quel est mon composant d'entrée dans mon système, et mon fichier Svelte, donc le même que j'avais écrit sur le REPL, avec mes 3 portions, mon script, mon HTML et mon style. Donc là, créer un projet, ça va très 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 vite avec Svelte. On va passer au point suivant, des builds légères, c'est-à-dire, je vous ai montré en fait que déjà on va assez vite avec très peu de syntaxe pour créer des applications web. On va voir aussi qu'elles sont construites avec très peu de JavaScript. Pourquoi? En fait, la majorité des frameworks qu'on a aujourd'hui dans le monde du front-end, ce sont ce qu'on appelle des librairies de runtime. C'est-à-dire qu'en plus de mon code, je vais devoir livrer une runtime pour que le code que j'ai construit puisse s'exécuter sur mon navigateur. Svelte était complètement différent, en fait. C'est un compilateur. Donc, il va nous livrer qu'un seul fichier JavaScript, mais avec tout dedans. Donc, concrètement, lorsque j'utilise une runtime librairie, j'ai mon code qui est livré, qui fait partie de mon livrable. Et en plus, j'ai mon runtime qui est assez conséquent. Sur Svelte, c'est principalement que mon code à moi qui est livré dans le navigateur. Donc, lorsque j'ai un utilisateur qui va utiliser mon application, il y aura très peu de choses à télécharger. On va essayer de regarder un petit projet. Hop, ici. Je vais lancer. Alors, donc, j'ai créé le même projet en Angular, en React, en Svelte et en Vue. On va tous les lancer pour le build. Pas du tout. Node build. Voilà. Donc là, je vais lancer le build de tous ces projets-là. Donc ça va prendre un petit moment. En attendant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer des composants dans les différents langages. On va commencer par Angular. Angular, qu'est-ce que c'est un composant? C'est une classe TypeScript, ou JavaScript, qui est annotée avec la notation composant. Donc, dans mon component, je vais définir qu'est-ce que je dois rendre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un input, un H1 et un bouton. Au sein de ma classe, je vais avoir des variables d'état. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme état dans mon component? Donc ici, je vais avoir un état name, un état count. Et puis dans mon input, donc tout à l'heure, on a vu dans Svelte, on avait le bind. Ici, on fait un ngModel. Donc là, voilà, donc une manière de créer un component en Angular. Si on regarde en React, donc en React, qu'est-ce que c'est un component? C'est une simple fonction JavaScript qui va retourner du HTML. Donc pour définir des états en React, on a ce qu'on appelle un hook qui s'appelle useState, c'est-à-dire je vais définir un état qui aura pour valeur initiale cdona, et cette fonction va me donner un getter et un setter. Donc je vais avoir le getter qu'on appelle name et mon setter pour aller modifier cet état, setName. Donc typiquement, lorsque je fais mon champ de saisie, sur mon attribut value de mon input, j'aimerais afficher la valeur de mon état name. Et lorsque mon champ de saisie change, j'aimerais modifier l'état name avec ce que j'ai saisi dans mon champ de saisie. OK. Et lorsqu'on fait un run-click, c'est tout pareil avec un setCount. Comment est-ce qu'on fait un component en Vue? Donc ici, on s'aperçoit en fait que Svelte et Vue retrouvent un concept un peu similaire. Là, on a les app.svelte pour Svelte et app.vue pour Vue. Concrètement, un component de Vue, donc c'est une balise template avec mon HTML dedans et une balise de script qui définit quelles sont les données, les states, les états de mon component. Donc ici, je définis 2 données, cdona et count, et puis derrière, mon code HTML à rendre.
J'utilise des v-attributes pour vue, donc typiquement vModel va me binder ma variable name à mon modèle, et des v-onClick pour définir le clic, l'action à réaliser lorsque je clique sur mon bouton. Dernière chose, on va regarder en Svelte. Donc on a un code qui est très simple. Typiquement, comment est-ce que je définis les états? C'est deux variables à utiliser dans mon component, le name et le count. Ensuite, mon champ de saisie, je vais binder la value sur mon name. Et lorsque je clique sur mon composant, je vais mettre à jour ma variable count. Et c'est tout. Donc là, le build vient de finir. Alors, c'est pas très glorieux pour Angular. Ça doit être parce que je recorde, parce que normalement, il y avait un peu moins de temps sur le projet Angular. Donc là, il a pris pas loin de 30 secondes à builder la totalité de mon application. Pour React et Vue, on est globalement autour de entre 6 et 8 secondes, donc globalement pareil. Et sur la partie Svelte, en 1 seconde 8, il a réussi à builder mon component. Donc maintenant, qu'est-ce qui a été fait? On va aller regarder en fait qu'est-ce qu'a livré chaque framework. Donc côté Angular, on a un gros fichier JavaScript qui a été généré, qui nous fait donc 130 cas. Donc là-dessus, il y a et la runtime Angular et mon code à moi. Runtime ici, c'est juste le bootstrap d'Angular, c'est pas vraiment le runtime au sens où c'est la runtime Angular. Il y a un truc que je ne sais pas pourquoi Angular continue de faire, mais c'est les concepts de polyfill. Les autres frameworks ne s'en servent pas, c'est pour supporter les très vieux navigateurs. Mais bon, syntaxe JavaScript que les autres frameworks n'ont pas besoin. Côté React, on a mon code à moi qui est vraiment très très optimisé. On a vraiment 700 octets qui correspondent à mon code à moi. Mais ce code ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas les 132 kilos de runtime React. Côté Vue, on a aussi mon code à moi qui correspond à mon component qui est autour de 2 kilooctets. Donc c'est pas mal. Par contre, ce code ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas la runtime Vue qui fait 83 kilos. Pour terminer, on a Svelte. Donc Svelte nous a livré un seul et même unique fichier qui correspond au bundle.js, qui fait 3 kilos. Et en fait, j'ai besoin que de ça pour exécuter, pour rendre mon composant dans le navigateur. Voilà, donc Svelte, on va voir tout à l'heure en fait comment est-ce qu'il fait ce truc-là, mais en fait n'a pas besoin de runtime pour s'exécuter parce que tout est fait au niveau de la compilation. Les autres librairies ont besoin d'une runtime parce que c'est au niveau du lancement de l'application, ils vont regarder qu'est-ce qui a besoin d'être mis à jour, etc. Est-ce que c'est clair dans le chat? Tout est propre, super, c'est génial. Et bien justement, donc on va parler au niveau de l'exécution, comment ça marche en fait entre les différents frameworks. Donc il y a un fait qui est admis par tout le monde, c'est que modifier le DOM est coûteux. Typiquement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, exécuter du JavaScript pour aller dire je prends mon nœud du DOM, je voudrais ajouter une balise, je voudrais modifier, c'est une opération qui est coûteuse. Donc l'objectif, c'est vraiment de diminuer la quantité d'altération qu'on va faire sur le DOM. Donc pour ça, chaque framework a son propre système. Angular, depuis la version 9, ils ont défini un nouveau moteur de rendu qui s'appelle Ivy, qui utilise une technique qui s'appelle le incremental DOM. React et Vue utilisent le même système qui s'appelle le virtual DOM. Et Svelte utilise son compilateur pour faire ça. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Concrètement, si on rentre un petit peu dans les détails, côté Angular, donc là je vous ai illustré un petit composant Angular. Angular va essayer de compiler ce composant et regarder dans mon template quelles sont les données fixes, quelles sont les données qui sont potentiellement modifiables. Donc typiquement, si on regarde le travail ici, on a une balise P, a priori, qui va être fixe, du contenu fixe ici, et après, un troisième truc qui va être quelque chose de dynamique. Donc quel est le code que Angular va générer pour ça? En fait, il va le générer 2 représentations de mon template, une représentation lorsqu'il faut créer le composant, et une représentation lorsqu'il faut le mettre à jour. Donc lorsqu'il faut le créer le composant, lui il commence, il dit je vais créer un élément P que je vais positionner à l'index 0. Ensuite, donc je vais ouvrir cette balise. Dedans, je vais mettre un texte que je vais positionner à l'index 1. Je vais faire une balise et ensuite je vais définir un texte que je vais mettre en position 2.
Lorsque je suis en mode update, eh ben, il va reprendre les différentes positions qu'on avait tout à l'heure, 0, 1, 2, et il va dire, déjà, les 2 premières positions, tu t'en fiches. On va direct aller sur la 3e position, et ici, tu vas mettre à jour ce texte avec le contenu de la variable de mon component. Concrètement, dès qu'il y a une variable qui a été modifiée dans ma classe, donc là, j'ai qu'une seule variable, ça va, mais si j'en ai plusieurs, il va exécuter cette fonction en mettant à jour tous les éléments à mettre à jour dans le DOM. Voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement côté incrémental DOM. Donc j'ai 2 représentations, une représentation en mode création et une représentation en mode update. Pour le virtual DOM, comment ça marche ce truc-là? En fait, à chaque fois que je vais rendre mon component ou ma page, je vais garder qu'est-ce que j'ai rendu précédemment. Donc typiquement, je détecte qu'il y a un changement qui a été fait dans un de mes composants. Je vais re-rendre la totalité de mes composants, mais dans ce qu'on appelle un virtual DOM. Qu'est-ce que c'est un virtual DOM? C'est juste un DOM qui va être mis en mémoire. Une fois que j'ai ma représentation qui a été faite, la nouvelle représentation, je vais la comparer avec la précédente représentation que j'en ai faite. Sur cette comparaison donc, de 2 arbres, je vais pouvoir avoir une liste d'actions à effectuer dans le vrai DOM, donc le DOM qui est affiché dans la page web. Et en fait, ça va être très chirurgical parce que je n'ai pas besoin d'aller toucher à tous les éléments de mon DOM. Je sais ici que mon bouton, il y avait toujours un bouton, j'ai juste modifié le texte, j'ai juste besoin d'aller modifier le texte de mon bouton et non pas la totalité des autres éléments du DOM. Donc avec le Virtual DOM, on va toucher de manière plus chirurgicale au DOM, mais au coût d'une opération assez coûteuse de calcul quand même, sur laquelle il faut toujours avoir en mémoire une instance de la précédente représentation qu'on a faite, et calculer cette nouvelle représentation, plus regarder qu'est-ce qui a changé entre la précédente et la nouvelle. Maintenant, côté Svelte, comment ça marche? Je vous propose qu'on aille voir, encore une fois, le fameux Ripple. Donc là, je vous ai fait une application qui est très, très, très compliquée. Tout simplement, j'ai un bouton. Quand je clique dessus, j'incrémente une variable. Jusque-là, ça va. Le code que j'ai généré est tellement court qu'on peut le voir directement dans le Ripple. Ici, en fait, voilà le code qui est exécuté réellement par le navigateur. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce code-là, en fait? On trouve en fait 2 fonctions. Une première fonction createFragment qui va être en charge d'aller modifier le DOM. Une deuxième fonction qui s'appelle instance qui va être en charge de gérer l'état de mon composant. Et ensuite, une petite classe qui est extend de Svelte Component qui va référencer les 2 fonctions. Donc la première, gérer l'état, la deuxième, aller modifier le DOM. Donc lorsqu'on va modifier le DOM, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va livrer une première fonction qui est, je vais créer les différents éléments que je vais plus tard ajouter à mon DOM. Donc typiquement ici, qu'est-ce que je dois créer? Je dois créer un élément div, un bouton, je vais lui donner le texte initial. Ensuite, j'ai ma balise P. Je définis un bout de texte ici, un autre bout de texte qui va correspondre à ma variable 0, ici ça va être mon count, et je lui donne l'attribut. Donc ça, j'ai déjà créé en mémoire ces différentes balises. Ensuite, j'ai une fonction M. M, ça veut dire monter ce component dans mon DOM actuel. Donc le target, c'est où est-ce que je dois le monter. Et c'est là l'opération où on va toucher le DOM qui est un peu coûteuse, ou sur lequel je vais insérer mes différents éléments. Donc, je vais l'insérer de manière hiérarchique en disant d'abord tu commences par la div, ensuite le bouton tu vas le mettre dans la div, le P tu le mets dans la div, etc. Typiquement ici, je vais avoir besoin d'écouter sur l'événement clic de mon bouton. Donc c'est à partir de ce moment-là où je vais écouter l'événement clic. Et c'est là où je vais le binder en fait à ma fonction updateCount que j'ai définie ici. Dernière fonction qui est vraiment intéressante, c'est la fonction de mise à jour update qui s'appelle P. Donc ça c'est assez logique. Donc un peu à la même manière d'Angular en fait, sur lequel on va aller modifier uniquement ce qui a été modifié, le composant, sauf qu'il y a quelque chose de très intelligent que fait Svelte, c'est il va dire en fonction de quelle est la variable qui a été modifiée, je vais mettre à jour uniquement telle partie de mon DOM. Typiquement, là, j'ai qu'une seule variable, donc c'est un peu triché, mais en fait, il va vérifier est-ce que c'est la variable count qui a été modifiée?
Dans ces cas-là, je vais appliquer cette data, donc je vais mettre à jour mon T3, c'est mon texte 3, avec la valeur courante de mon count. Typiquement, si je vous montre avec une deuxième variable, count 2, on va lui dire, on va lui changer la valeur artificiellement et puis on va l'afficher en DOM. Le code qui est généré ici pour ma modification, il va vérifier quelle est la variable qui a été modifiée. Donc si c'est count, je vais appliquer ces deux instructions. Si c'est le count2, je vais uniquement appliquer cette instruction. Donc là, on a une fonction qui est très légère, qui ne fait que des if. Il n'y a rien besoin d'aller modifier dans le DOM s'il n'y a rien à changer. Donc on a vraiment quelque chose de très 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 léger en termes de modification ici. La fonction pour détacher, c'est là aussi, on va enlever les listeners qu'on a pu mettre dans le mount. Et le dernier truc, en fait, c'est comment est-ce qu'il fait ça. Donc lorsqu'on fait notre fonction de gestion de l'état, en fait, on retrouve beaucoup le code qu'on a écrit dans notre script, donc il est très très peu altéré. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est que sur notre update count, il fait bien l'opération d'aller mettre à jour, sauf qu'il utilise une fonction qui s'appelle invalider. Donc cette invalidate, en fait, va définir à Svelte, attention, j'ai ma variable 0, donc qui correspond à mon count, qui a été mise à jour. Donc à partir de là, c'est là où il calcule son dirty, en disant, ah bah tiens, c'est la variable 0 qui a été mise à jour, donc je vais pouvoir mettre à jour uniquement les différents éléments du DOM qui correspondent à cette variable 0. Donc Svelte, comparé à Angular, qui a aussi cette méthode update, rajoute une couche supplémentaire, c'est quelle est la variable qui a été modifiée. Je ne modifie que les éléments de mon DOM qui correspondent à cette variable. Donc tout est fait au niveau de la compilation, donc le code qui est généré est très 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 léger en fait, et derrière, les opérations qui sont effectuées par le navigateur sont vraiment aussi très légères. Il y a très peu de choses à faire finalement pour le DOM. Est-ce que c'est clair? C'était la partie la plus technique de ce talk. Voilà, pour la petite histoire, en fait, typiquement, si vous me demandez, mais attends, comment ça se fait? Le virtual DOM, ça a l'air lent. L'incremental DOM, ça a l'air lent. En fait, je vais vous répondre, c'est suffisamment rapide pour le desktop, c'est suffisamment rapide pour le mobile. Typiquement, avec les taux de rafraîchissement qu'on a et les machines, les processeurs, etc. qu'on a, il n'y a pas de limitation sur le virtual DOM et l'incremental DOM. Donc ça marche très très bien sur ces bécanes-là. Pour la petite histoire, donc il y a une société brésilienne qui est spécialisée dans le terminal de paiement, qui eux ont des devices qui sont très 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 limités en termes de CPU, en termes de batterie, usage, etc. Et qui avaient essayé de faire des interfaces en utilisant différents frameworks, et pour eux, ça ne marchait pas parce que le device était vraiment très limité en termes de ressources. Et ils avaient des temps de réponse supérieurs à la demi-seconde lorsque j'appuie sur un bouton, etc. Ils disaient que c'est pas possible de faire ça. Et justement, ils ont implémenté leur solution en Svelte, et à partir de là, ils avaient pas de temps réel, mais vraiment de l'impression d'instantané lorsque je clique sur un bouton, j'ai quelque chose qui se passe à l'écran. Donc pour la petite info, voilà, Svelte est en production sur plus de 200 000 terminaux de paiement au Brésil. On continue en fait sur les fonctions qui sont vraiment cool au sein de Svelte, notamment la notion de réactivité. Donc qu'est-ce que c'est la réactivité? C'est tout simplement le fonctionnement de quand j'ajoute un article dans mon panier, j'aimerais que quelque part dans ma page, j'ai mon badge qui affiche mon panier qui s'incrémente ou qui me dise tiens, vous avez 2-3 éléments dans mon panier. Typiquement, mon petit panier avec mon badge qui affiche le nombre d'éléments que j'ai dans mon panier. Donc ça, c'est le concept de réactivité, très simplifié. Il y a une dizaine d'années, il y a un ingénieur qui s'appelle Paul Strovel qui a défini dans un article « What is Reactive Programming ?» un concept d'opérateur qui viendrait être vraiment réactif. Et typiquement, je vous montre un petit bout de code. Je définis une fonction A, qui va être à 10, et ensuite une variable B qui va être bindée à l'expression A plus 1. Donc, mon B, il est évalué à 11, il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxièmement, lorsque je mets à jour ma variable A, ma variable B va être automatiquement mise à jour avec l'évaluation de cette expression A plus 1. Donc ça, c'est le concept de Destiny Operator, c'est-à-dire je vais binder mon A
et mon B. Et lorsque je mets à jour A, mon B va être mis à jour. Donc ça, c'est dans la théorie, c'est un truc qui n'existe pas dans la pratique, cette destinée opérateur, c'est vraiment un concept abstrait. Et typiquement, Svelte implémente un mécanisme similaire. Donc, ils ont le concept de reactive déclaration. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure précédemment. Je définis ma variable A que je mets à 10. Et ensuite, donc là, on a une syntaxe un petit peu particulière, mais par contre qui est complètement du JavaScript valide, qui utilise la notion de tag en JavaScript, qui définit que B, en fait, ça va être le résultat de l'expression de A plus 1. Donc lorsque je mets à jour mon A, j'ai ma variable B qui va être aussi définie à l'expression A plus 1. Est-ce que c'est clair? C'est rigolo ça, en fait, comme concept. Donc, il n'y a plus de doute, dès que je mets à jour A, il n'y a pas un endroit où je dois appeler une fonction qui va aussi me mettre à jour ma variable B, c'est fait automatiquement par le framework. Il y a aussi le concept donc, de reactive statement. Je vais lui définir en fait une fonction, toujours avec le même concept de reactive, et une expression. Donc là, en fait, Svelte va automatiquement retrouver, tiens, dans cette expression, ça dépend de la modification de A. Donc lorsque A va être modifié, je vais réexécuter ma fonction console log A x 2. On peut aller regarder un petit exemple pour que ce soit plus clair. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai ma variable A. Ici, je fais un statement, reactive statement, qui va définir dès que mon B a été modifié, j'effectue ma console log. Mais B, je ne le connais pas encore. Et en fait, B, c'est le résultat de l'expression A plus 10. Donc typiquement, ici, j'ai mon petit input qui est bindé sur mon A. Donc lorsque je change ma variable A, automatiquement ma variable B est recalculée et mon console log sur B est défini. Concrètement, quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans le code réellement, à partir du moment où le code A est invalidé, je vais avoir une petite fonction qui va me mettre à jour, qui va regarder, tiens, est-ce que A a été mis à jour? Oui. Dans ces cas-là, je vais exécuter mon expression B égale A plus 10, et je vais invalider mon B. Deuxièmement, est-ce que mon B a été mis à jour? Oui. Dans ces cas-là, je vais faire mon console log de B. Typiquement, si dans mon console log, maintenant, j'affiche B et j'affiche aussi A, vous voyez que l'expression, qu'est-ce qui a été modifié? Il va regarder, est-ce que B et A ont été modifiés? Dans ces cas-là, il va faire mon console log. Donc Svelte est assez intelligent pour savoir, tiens, cette expression va dépendre de ces deux variables-là. Donc je vais regarder, est-ce que les deux ont été modifiées, une des deux a été modifiée de manière à mettre à jour mon expression. Donc ça, c'est des concepts qu'on ne trouve pas dans d'autres frameworks. On a des concepts un petit peu équivalents sur les observables en Angular, mais aussi simplement que cette expression-là, ça n'existe pas dans d'autres frameworks. Et Rémi, ouais, en effet, donc ça peut servir dans pas mal d'applications. C'est plutôt pratique, en fait. Un petit point supplémentaire, donc on commence à aller dans le fun là, avec les animations. Donc typiquement, étant donné que Svelte génère un code sans sans runtime, etc., sans librairie, vraiment un code pur, et ils se sont dit, pourquoi pas ajouter une petite lib qui fait de l'animation. Donc typiquement, ce bout de code correspondant à l'animation n'est livré que si vous l'utilisez. Si vous faites du code Svelte sans animation, vous n'avez pas de surplus à payer pour cette lib d'animation. Par contre, si vous l'utilisez, elle sera embarquée. Donc qu'est-ce que c'est en fait cette lib d'animation? Donc on va pas aller au bout, mais on va regarder les trucs principaux de cette lib d'animation. Donc Svelte définit 7 fonctions de transition, donc des fonctions qu'on connaît un petit peu en utilisant d'autres langages, typiquement un blur, un fade, un fly, slide, scale, draw et crossfade. Et puis sur ma balise, je vais pouvoir appliquer une fonction de transition. Donc typiquement, je vais avoir, encore une fois, la syntaxe est toujours très similaire à ce qu'on a vu précédemment. Ici, je vais avoir la possibilité d'utiliser une action in. Donc, lorsque ma balise rentre dans mon DOM, je vais pouvoir appliquer une fonction de transition. Lorsque ma balise sort de mon DOM, je vais pouvoir appliquer une fonction de transition.
Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très lisible, très pratique en fait à mettre en place. Donc je vous propose qu'on regarde un tout petit exemple assez simple, où ici, j'affiche ma liste, donc on se rappelle la syntaxe for each, hein. Et puis soit j'affiche ou soit j'affiche pas les billets que j'aime. Donc c'est pas très visuel, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui disparaît pas, donc c'est pour ça qu'on va utiliser une petite animation. Typiquement, j'aimerais bien, lorsque j'affiche mon élément, qu'il y ait un petit effet de fade qui se met en place. Donc là, déjà, on a quelque chose d'un peu plus visuel lorsque ma balise apparaît. Et typiquement, lorsque ma balise sort, on va faire un effet un peu plus visuel. J'aimerais bien faire voler l'élément avec une transition, typiquement de déplacer de 200 pixels mon élément. Donc là, lorsque je sors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait, mon élément se déplace sur son axe X pour dire sors-moi tout ça. Et là, typiquement, on a quelque chose de beaucoup plus visuel sur qu'est-ce qui est visible et qu'est-ce qui n'est pas visible. Enfin, qu'est-ce qui a été retiré de ma liste ou pas. Donc ces fonctions de transformation, en fait, sont vraiment très légères. Il y a une centaine de lignes de code, en fait, et c'est vraiment très, très bien intégré avec Svelte. Je vous montre un exemple un peu plus avancé de ce qu'on peut faire quand on aime bien faire du Svelte. Typiquement, on peut rajouter un nom de bière. Vous avez un nom de bière dans le chat. Fax, d'accord. Donc, on a un petit effet de fading lorsque l'événement apparaît. Et puis, j'aimerais bien positionner mon élément de j'aime pas à j'aime. Donc, j'ai un petit effet de transition qui peut être appliqué pour que vraiment visuellement, on voit la marée de souffle. Très bien, on va l'ajouter. Je vois qu'on a des spécialistes dans le chat. Hein. Et typiquement, donc, je vais pouvoir avoir vraiment un effet visuel de qu'est-ce qui est dans une colonne, qu'est-ce qui n'est pas dans une autre colonne. Si j'enlève cet effet, c'est pas très visible sans l'animation, en fait, qu'est-ce qui a été déplacé dans ma liste. Donc cet effet d'animation est plutôt sympathique à faire. C'est très peu coûteux, en fait, parce qu'on a juste des attributs à positionner sur nos balises. Ah oui, là, vous êtes à fond. La 33 export, non, peut-être pas. Alors, ça utilise les fonctions du GPU. Oui et non. Ça utilise tout le système de web animation. Et derrière, en fait, on va pouvoir utiliser le framework CSS pour que ça soit rendu par le GPU. Mais en fait, oui, ça va utiliser les fonctions du navigateur qui utilisent le GPU. Donc, c'est très rapide, en fait, à exécuter. Il y a possibilité de définir, donc là, Svelte définit cette fonction de transition. Il y a possibilité de définir nos propres en JavaScript et nos propres fonctions de transformation en JavaScript aussi, qui vont derrière être transformées en CSS globalement, pour faire simple. On arrive sur la fonctionnalité numéro 10, les nested components. Donc jusqu'à présent, en fait, je vous ai toujours montré un seul composant dans tous les petits exemples. Typiquement, on va pouvoir définir plusieurs fichiers Svelte dans notre application. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Donc pour vous expliquer un peu les nested components, on va regarder encore un petit peu de code, parce qu'on aime bien ça. Donc là, en fait, dans mon projet, j'ai créé deux fichiers Svelte. Donc il y a mon fichier de point d'entrée dans l'application, mon app.svelte, et j'ai mon beer.svelte. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire, en fait? Dans mon composant parent, donc le composant app, je vais déjà importer mon composant beer qui se trouve dans le fichier beer.svelte. Derrière, dans cette app, qu'est-ce que je fais? Je définis une liste. Donc, mon app va être en charge de gérer la liste de bières. Et je vais avoir une petite fonction de transformation, notamment la suppression de la bière. Donc, je fais toujours ma petite boucle parce que j'aime bien ça. Et derrière, l'affichage de qu'est-ce que c'est qu'une bière, je vais le déléguer à mon composant bière. Donc, typiquement, ici, j'ai juste à utiliser la balise bière qui a été définie ici, qui correspond à ce composant-là. Donc maintenant, le problème, c'est que j'ai besoin de communiquer entre mon composant parent et mon composant fils. Ici, mon composant fils, il définit bien une variable bière,
que je vais utiliser dans mon template du composant fils. Cependant, là, quand je vois le résultat, c'est absolument pas initialisé. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est sur ce composant bière, lui définir la variable bière comme étant l'instante courante de mon itération. En Svelte, comment on fait ça? C'est très très simple. Cette variable Svelte, cette variable bière, je vais l'exporter. Ça veut dire que je vais donner l'accès au composant parent, la possibilité d'aller modifier cette variable-là. Donc c'est ça le concept d'export en Svelte. Donc ici, rien que le fait de dire mon attribut bière de cette balise-là va être égal à ma variable d'itération, lui, il va avoir accès à quelles sont les données qu'il y a dans la variable d'itération. Donc ça, c'est pour la communication entre le père et le fils. Et maintenant, on peut aussi faire l'inverse en communiquant du fils vers le père. Donc typiquement, on a le concept de... il y a du Saint-Esprit dans le chat, on dit. Bien joué. On va pouvoir envoyer un événement. Typiquement, je viens de faire quelque chose dans le fils, j'aimerais que le père soit notifié. Comment est-ce qu'on fait ça? Typiquement, en Svelte, on a une fonction qu'on peut importer qui appartient à Runtime Svelte, qui s'appelle le Create Event Dispatcher. Donc on a juste à se créer une instance de ce Create Event Dispatcher dans notre composant. Et derrière, lorsque je clique mon bouton, je vais appeler ma fonction onClick, et je vais juste dire, je veux dispatcher l'événement qui va s'appeler delete. Donc, mon père, derrière, a son onDelete. Donc, delete correspond bien évidemment au nom de l'événement que je dispatche. Lorsque tu deletes, tu exécutes ma fonction deleteBière. Et à partir de là, lorsque je supprime un élément, il est bien supprimé de ma liste, de ma collection. Donc ça, c'était l'exemple. Pour résumer, donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc on crée un composant fils, typiquement child.svelte. Dans le composant père, on va l'importer, donc avec la syntaxe JavaScript pour importer un fichier Svelte. Et on va l'utiliser, ce composant, dans le template, donc comme on a fait ici, avec, tout simplement en appelant la balise. Je ne sais pas si ça a l'air plus lisible comme ça. Maintenant, j'ai envie d'envoyer les informations du père vers le fils. Sur ma variable du fils, j'ai juste à l'exporter de manière à ce qu'elle soit accessible par le père pour pouvoir définir quelle est la valeur de cette variable. Ici, comme on a vu la syntaxe bind tout à l'heure, on peut aussi utiliser du bind. Donc ça peut être une variable qui serait disponible en lecture-écriture. Maintenant, pour envoyer des informations du fils vers le père, tout ce que j'ai à faire, c'est créer mon event dispatcher, et ensuite, je vais dispatcher des noms d'events. Sur dispatch, j'ai possibilité de lui mettre un paramètre pour donner plus d'informations, un contexte sur pourquoi est-ce que je te dispatche cette information. Et donc, lorsque je récupère l'événement en dispatch, j'ai mon événement et j'ai les informations que je vais avoir dans mon dispatch ici. Donc, de manière très simple, on va commencer à pouvoir créer une application avec plein de petits composants qui vont chacun avoir une responsabilité. Et ce système de communication par parent-enfant est en fait super simple à mettre en place. On arrive vers la fin du talk, on va commencer à parler des web components. Alors, donc premièrement, en fait, qu'est-ce que c'est les web components? Donc tout à l'heure, je vous ai un petit peu menti quand je vous ai parlé des components, sur le tout début du talk, en vous disant que le navigateur ne comprenait pas le concept de component, que c'était un concept amené par les frameworks. En fait, depuis peu de temps, les navigateurs ont implémenté leur propre concept de component qui s'appelle les web components. Donc les web components, c'est une spécification avec plusieurs sous-spécifications dedans, mais il y en a notamment une qui nous intéresse, c'est la notion de custom élément. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire on va pouvoir créer ses propres balises en HTML. Donc comment est-ce qu'on fait ça en JavaScript pur? C'est juste une classe qui extend de HTML éléments. Ensuite, je vais avoir le droit d'implémenter des fonctions lorsque le composant est monté dans mon DOM ou lorsque le composant est démonté du DOM. Et derrière, donc, je vais utiliser une fonction qui est définie par mon navigateur, qui est, lorsque tu as la balise qui s'appelle mon component, tu vas le binder à cette classe-là, mon component. Derrière, donc j'ai besoin de 0 framework, de 0 runtime, de 0 compilation. Là, c'est pris en charge par mon navigateur, tout simplement. Derrière, j'ai juste à importer ce fichier JS et à l'utiliser tel quel. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de très, très, très léger, encore plus léger que Svelte même.
c'est une interface pour créer tout simplement des composants. Cette spécification de Custom Element, plus globalement de Web Component, est supportée par la majorité des navigateurs récents, donc c'est-à-dire pas IE8 ni IE11, mais la majorité des navigateurs récents. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, quand on fait du Angular, on va travailler avec des Angular Components. Quand on fait du React, on va travailler avec des React Components. Vue Component, etc., etc. Le truc, c'est qu'il y a très peu d'interopérabilité entre ces différents components. Essayer d'aller mettre du React Component dans du Angular Component ou vice-versa, etc., c'est assez compliqué. Web Component propose une interface un peu commune pour aller créer ces components et que ça soit nativement interprété par mon navigateur. Typiquement, si j'ai des Svelte Components, je vais pouvoir les convertir en Web Components et ces Web Components sont accessible dans n'importe quelle typologie de projet, des projets de type Vue, des projets de type React, des projets de type Angular, des projets de type Vanilla.js. Ce Web Component sera disponible partout. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça avec Svelte? En fait, Svelte étant un compilateur, il peut prendre votre code source et lui dire « crée-moi un Web Component avec ça ». Comment ça marche? Alors, on va voir que c'est très très compliqué. C'est une option du compilateur. Donc typiquement ici, j'ai mon code Svelte qui a été généré. Je vais pouvoir lui définir, crée-moi maintenant un custom élément à la place. Donc à la place de, vous voyez que le composant, avant il étendait de Svelte Components, maintenant il étend de Svelte Element. Svelte Element est une classe qui étend de HTML Element. Donc à partir de là, en fait, mon code ici, ça va être un Web Component utilisable un peu partout. Je peux même me payer le luxe, ajouter une petite balise, Svelte, je crois que c'est option. On va le nommer, ce Web Component. Et en fait, automatiquement, Svelte va me générer la partie define, custom element define. Je nomme mon composant, et voici la classe HTML element correspondante à ce composant-là. Donc à partir de là, ce petit bout de code JS, je vais pouvoir l'utiliser n'importe où dans mes projets Angular, mes projets Svelte, sans avoir un gros surcoût en fait. Enfin, c'est le navigateur qui va gérer le traitement de ce composant, ça ne va pas être mon code Angular ou mon code React. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc c'est voilà, soit une case à cocher ici, soit si vous avez un petit projet Svelte sous la main, dans le fichier de configuration, de compilation, ici, je vais pouvoir lui dire, tu me génères un custom element, et c'est fini. Derrière, Svelte va générer mon web component. Je vous propose de parler de la compatibilité avec les librairies du marché. Si on regarde sur GitHub, le nombre de projets JavaScript qui existent, je parle de Vanilla JavaScript, Pure JavaScript, est assez phénoménal. Le problème, c'est que lorsqu'on utilise un framework, typiquement Angular, Svelte, etc., les frameworks gèrent un état de component, alors que la lib JavaScript va plutôt manipuler des éléments du DOM. Comment est-ce qu'on fait pour faire le pont entre ces différents mondes? Svelte propose en fait deux solutions assez élégantes pour aller directement récupérer le HTML element qui est dans mon DOM, de manière à pouvoir l'utiliser avec ma lib JavaScript. Donc, encore une fois, la syntaxe est très très simple. Je vais binder this qui correspond à l'instance de ma balise, avec ma variable. Donc ma variable, derrière, va correspondre à l'instance de mon HTML element. Donc, derrière, je vais pouvoir utiliser n'importe quelle lib JavaScript avec ce HTML element. On a le concept, une deuxième manière de faire, qui est un concept qui est un peu plus synchronisé avec le cycle de vie de mes composants Svelte, qui est la notion d'action. Typiquement, je vais utiliser le mot-clé use sur ma balise avec une fonction d'action. Je peux éventuellement passer des paramètres. Cette fonction d'action va prendre en paramètre le HTML element correspondant à ma balise, et derrière, je vais lui retourner, donc soit je lui retourne rien, soit je lui retourne une des deux méthodes, soit les deux méthodes. Qu'est-ce qui se passe quand mes paramètres ici ont été mis à jour? Donc je vais pouvoir mettre à jour
en utilisant ma librairie. Qu'est-ce qui se passe quand mon composant est détruit? Est-ce que j'ai des ressources à nettoyer dans ma lib.js? Je vais pouvoir appeler ma lib.js pour pouvoir détruire et libérer de l'espace. Je vous propose de prendre un petit exemple avec une librairie qu'on connaît pas mal à Sedona qui s'appelle Chart.js. Donc c'est très compliqué, ça permet de créer des charts. Donc ici, j'ai créé une petite action que je vais pouvoir utiliser qui, à partir d'une table, va me générer mon graphique correspondant à ce que j'ai défini dans ma table. Donc on a deux méthodes, soit le pie, soit par exemple le donut. Voilà, c'est assez rigolo. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Use donut ou use pie, c'est deux fonctions que j'ai créées comme un grand, où c'est simplement une fonction qui prend un élément et les paramètres. Et derrière, je vais manipuler la pure lib chart.js, donc qui est une lib qui est vraiment agnostique à tout framework, c'est vraiment une pure lib JavaScript. Donc je la manipule tout simplement. Donc lorsque cette fonction est appelée, c'est lorsque ma balise est montée dans mon DOM. Et lorsque ma balise est démontée, je vais libérer les ressources allouées par ma librairie chart.js en appelant la méthode destroy. Donc tout simplement, ça se fait avec une seule fonction, je mount, j'update et je destroy. Et c'est tout. Je ne sais pas comment on peut faire plus simple, en fait. Je trouve que c'est ultra simple à manipuler. Alors, on va arriver sur le sujet qui fâche avec un problème qui est connu par tous les frameworks JavaScript. C'est la difficulté d'indexer par des moteurs de recherche notre application écrite en JavaScript. Concrètement, cette présentation-là est écrite en Svelte, donc tout est interprété côté navigateur. Si on avait un moteur de recherche qui voulait aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce slide, voilà ce qu'il verrait. Donc c'est-à-dire pas grand-chose. Donc il ne sait pas interpréter le JavaScript. Il faudrait qu'il évalue tout le JavaScript pour comprendre, ah bah tiens, en fait, oui, tu parles de problématiques, tu parles de framework, tu parles, etc. Là, mon navigateur, mon moteur de recherche ne sait pas lire ce qu'il y a là-dedans, en fait. Donc, une option qui a été communément acceptée par tous les frameworks JavaScript, c'est de faire du server-side rendering. Donc, la problématique n'est pas que pour... ce server-side rendering répond à beaucoup d'autres problématiques, notamment comment faire pour afficher tout de suite quelque chose à l'utilisateur. Oui, PHP fait directement du server-side rendering, tout à fait. Donc là, on va le faire en JavaScript. Tout simplement, comment diminuer le temps d'affichage pour qu'il y ait tout de suite quelque chose de visible sans qu'il y ait besoin de télécharger une librairie JavaScript directement visible par mon navigateur. Et puis, afficher directement le contenu de la page dans le HTML, ce qui fait que ça sera tout simplement affiché par un moteur de recherche. Donc, chaque framework a sa propre solution. Donc, on a Nest pour Angular, Next pour React, Nest pour Vue. On aurait pu imaginer que Svelte lance sa solution Nest, mais en fait, pas du tout. Svelte a créé un concept qui s'appelle SvelteKit, donc qui joue en fait sur les mêmes plates-bandes que tous ces autres frameworks, Nest, Next, Nest, qui prend inspiration sur Sapper. Donc Sapper, c'était aussi une initiative, un autre projet à côté de Svelte qui utilisait Svelte, qui permettait de faire du server-side rendering. Ce projet a été déprécaté de profit de SvelteKit. Donc SvelteKit est un truc qui est vraiment tout nouveau, il n'est toujours pas sorti de la phase de bêta, mais qui va nous donner une solution plutôt élégante pour faire du server-side rendering avec du Svelte. Typiquement, donc, un projet SvelteKit, qu'est-ce que je vais trouver dedans? Je vais trouver tout simplement deux dossiers par défaut. Un dossier route, qui va correspondre à toutes les routes de mon application, et un dossier lib qui va contenir mes composantes Svelte. Concrètement, ce dossier route, donc le dossier lib, déjà, c'est là où je vais faire tout simplement mes composants Svelte, et les composants Svelte qui sont dans route vont importer les différents composants que j'ai dans lib. Dans route, en fait, il va y avoir le concept de convention over configuration, c'est-à-dire en fonction du nom du fichier qui est défini, ça va correspondre à une URL. Ce qui fait que quand je vois une URL, je sais tout de suite quel est le fichier Svelte qui va prendre en compte la réponse de cette URL.
Donc un index.svelte, bah, c'est sur slash. Ensuite, j'ai about.svelte, ça va être slash about. Je ne sais pas si on voit très bien sur le stream. Dans mon dossier to-do, je vais avoir mon index.svelte qui va répondre à la réponse de slash to-do, etc. Donc là, j'ai vraiment une convention de nommage qui est définie, qui va correspondre à mon routing de l'application. Donc derrière, une fois que j'ai fait mes routes, j'ai fait mes composants, je vais avoir possibilité de builder mon application. Et là, SvelteKit nous propose plusieurs options pour builder. Donc soit j'ai un site qui est plutôt statique, c'est-à-dire j'ai du contenu qui change très peu. Je vais pouvoir builder toute mon application vraiment en statique, c'est-à-dire pur fichier HTML, JS, CSS. Je vais le passer dans un CDN, j'ai rien qui tourne côté serveur, donc je vais le builder vraiment en statique. Je vais avoir possibilité aussi donc de dire, tiens, là j'ai des pages qui vont quand même appeler des services et j'ai besoin d'avoir la donnée en temps réel. Donc là, on va pouvoir avoir plusieurs possibilités pour gérer ce cas-là. Donc typiquement, on va pouvoir le builder pour s'exécuter sur un Node.js. Donc lorsque Node.js va rendre dynamiquement la page côté serveur au moment où la requête arrive et retourner le HTML correspondant. SvelteKit propose aussi de générer d'autres projets pour que ça puisse tourner dans du serverless. Donc typiquement, ils ont des adapteurs pour tourner sur Vercel, Begin, Cloudflare, Netlify. Ils sont en train de penser à regarder sur les lambda fonctions pour AWS, etc., pour avoir un maximum de support pour tourner sur du serverless. Et il y a possibilité d'avoir un mode hybride, c'est-à-dire il y a des parties qui vont être statiquement générées de mon application et des parties qui vont être générées à la demande, ou bien à la demande, mais je vais le cacher pendant 10 minutes, et 10 minutes après, s'il y a une autre requête qui arrive, je vais régénérer ma page et régénérer mon cache. Donc ça, c'est vraiment fourni nativement par SvelteKit. Le dernier point, en fait, pour conclure un peu cette présentation qui commence à être longue autour de Svelte, c'est autour de la communauté. Typiquement, étant donné que Svelte, c'est une librairie uniquement de components, avec une gestion d'un compilateur dedans, il y a des projets qui commencent à émerger. Il y en a deux qui sont assez rigolos. Typiquement, Svelte Node GUI, je ne sais pas comment dire, qui vient on vient écrire du code de Svelte, et derrière, ça vient binder les différents components sur du Qt. Donc, il est libre pour faire du client lourd. On a Svelte Native qui s'appuie sur un projet qui s'appelle Native Script, qui permet de réaliser des composants pour mobile. Concurrent de Electron pour Svelte GUI, ouais, en fait, on est vraiment plus sur du native, alors que comparé à du Electron, sur lequel on a une WebView. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir en détail sur le Node GUI, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de WebView, c'est vraiment des composants de Qt. Et Svelte Native, donc il s'appuie sur le projet Native Script, sur lequel on va pouvoir écrire du code Svelte, et derrière, ça va compiler en Native Script pour le mobile. Il y a d'autres projets assez intéressants. Il y en a qui sont en train de lancer aussi des sites où, à partir de fichiers Markdown, je vais pouvoir générer tout un site web en utilisant le compilateur Svelte. Enfin, il y a beaucoup de projets qui viennent utiliser Svelte, non pas en tant que framework, mais vraiment en tant qu'outil qu'ils intègrent dans leur projet. Et typiquement, pour finir, on va regarder une liste de liens. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur Svelte, il y a le site svelte.dev. Le tutoriel qui est vraiment bien fini, que je vous invite à faire. Typiquement, il y a énormément de notions qu'il y a dans Svelte, dans lesquelles j'ai un peu zappé sur cette présentation, mais typiquement, les stores, c'est une notion qui est super simple, assez extraordinaire qu'il y a dans Svelte pour aller partager du contenu entre plusieurs composants, même s'il n'y a pas une relation de hiérarchie père-fils. Notion de temporisation avec des motions, aller plus loin sur les transitions, les animations, etc. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ce tuto, il est vraiment bien fait. Typiquement, si j'en prends un au hasard, il vous donne le petit bout de code à taper dans votre éditeur, et puis en fait, vous avez directement avec le REPL la possibilité de regarder ça. Vous avez le site de SvelteKit. Si vous voulez savoir quels sont les types de projets qu'on fait avec Svelte, vous avez un site qui s'appelle Made with Svelte. Notamment, si on regarde 2-3 sites web, on a Mes aides publiques, qui est un site du gouvernement français
qui a été fait complètement avec Svelte. On a un truc un peu moins rigolo, mais c'est un petit moteur d'indexation sur les enregistrements d'état civil en cas de décès. Donc il y a aussi un site fait en Svelte. Il y a énormément de... Voilà, vous pouvez aller regarder le site pour avoir des exemples de sites qui sont faits avec Svelte. Et puis Svelte Society, en fait, donc il y a la communauté qui a été construite autour de Svelte pour qu'il y ait une structure un peu pour gérer cette communauté Svelte, que ce soit les contributeurs, les utilisateurs. La communication se fait donc via la Svelte Society. Voilà. J'ai pas vraiment de slide de conclusion à part faites-vous votre propre avis sur Svelte et allez l'expérimenter. Faut vraiment tester. Mangez-en, c'est du bon. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que, Edouard, tu veux dire un mot ou est-ce que j'enchaîne sur les questions? Écoute, non, rien à ajouter. Je pense qu'on passe aux questions parce qu'il y a énormément de questions. Ok. Ah oui, c'est vrai que, ok, génial. Donc, ce que je te propose, c'est de tout en bas de la liste, qu'on les prenne une par une, parce que j'ai l'impression que ça part du simple pour aller au plus compliqué. Ok, je vais commencer par la toute première question. Parlerons-nous de Svelte Node GUI? Oui, on l'a fait juste avant. Est-ce que le code JS, template HTML et style CSS doivent obligatoirement être dans un seul fichier? Alors, pour le template HTML, oui. Le code JS, tu as le droit d'importer d'autres fichiers JavaScript qui sont autre part. Et le style CSS, tu as le droit d'utiliser la notation import, qui est une notation CSS, pour aller importer d'autres fichiers CSS. Donc, est-ce qu'ils doivent être obligatoirement dans le même fichier? Pour le composant, oui, mais tu as le droit d'importer d'autres fichiers dans ce fichier Svelte. Alors, question, est-ce que le fichier Svelte ne devient pas illisible à force? Quand ça commence à devenir illisible, c'est que tu n'as pas assez découpé ton composant. Donc la bonne pratique, c'est vraiment de découper, avoir des composants de manière assez unitaire. Je reviens un peu sur la question d'avant, sur le style CSS. Pourquoi est-ce que le style CSS doit être dans mon composant? Je vais essayer de prendre un tout petit exemple. Ici, lorsque je définis un style, H1, j'ai pas le H1. Et en fait, Svelte me prévient, attention, vous utilisez des styles que vous n'utilisez pas dans votre composant, donc Svelte est assez sympa pour analyser le code et dit tiens, tu as défini des styles qui ne sont pas du tout utilisés. P, border, PX, solid red, parfait. En fait, quand je regarde le code généré, il m'a généré un fichier CSS avec P et un suffixe. Ce truc-là, en fait, ça sert lorsqu'on utilise des nested components. Le style que j'ai défini pour ce composant-là ne va pas être un style global à la totalité de mon application. Donc, lorsque je définis un style pour cette balise P, ça va vraiment être pour cette balise P. Si j'ai des nested components qui utilisent une balise P, ils ne vont pas avoir le style que j'ai défini dans le composant. Donc ça, c'est un problème quand tu commences à importer beaucoup de composants, en fait, d'avoir tu te marches sur les styles. Svelte te protège en fait en générant un code qui applique le style pour un composant en particulier, pas pour toute la totalité. On a possibilité en mode opt-in de dire en fait ce truc-là, je voudrais qu'il s'applique à tout le monde. Donc pour ça, Svelte me dit aussi, vous pouvez définir un style global pour tous les P de mon application. Et là, on a la possibilité de styler la totalité des P de tous les composants, y compris les nested components. Que donne le plugin IntelliJ pour Svelte? En fait, ils l'ont sorti il y a peu de temps. Ils ont fait d'ailleurs un talk sur YouTube pour présenter ce plugin IntelliJ pour Svelte. Il est pas mal. Il commence à bien faire le taf. On a déjà l'autocomplétion, la documentation. Il nous fait un peu plus de contrôle que Svelte fait en natif. Il est vraiment pas mal. Mais il est toujours en cours de développement. Donc, à utiliser à ses risques et périls. Côté VS Code, donc ça c'est le plugin entre guillemets de la communauté Svelte. Donc Svelte for VS Code, donc c'est là c'est la partie syntaxe highlighting qui est définie par Svelte dans VS Code. Est-ce qu'on peut faire du Svelte avec TypeScript? Donc ça c'est une excellente question. Lorsqu'on crée un projet Svelte from scratch, alors je vais essayer de reprendre un projet Svelte. Voilà, créé from scratch. Il nous donne un petit fichier script qui est défini
qui s'appelle setup TypeScript. Où en fait, il va tout simplement nous dire, on a juste à appeler ce fichier setup TypeScript et il va nous convertir tout le projet à utiliser TypeScript. Donc typiquement, il va entre autres définir tous les scripts, la partie langue comme étant du TypeScript. Il va nous configurer notre fichier de packaging comme utilisant TypeScript, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut faire du Svelte avec TypeScript? La réponse est complètement oui. Alors maintenant, donc ça c'est avis perso, c'est absolument pas à prendre comme argent comptant, c'est une opinion personnelle que j'ai. Je trouve que dans le code Svelte, je parle de code component, le TypeScript apporte très peu. Par contre, ce qui est assez génial, c'est que derrière, je vais pouvoir, lorsque je vais définir du code métier, je vais pouvoir le définir dans un code JavaScript ou TypeScript à part en dehors de mon composante. Là, typiquement, l'utilisation du TypeScript a vraiment un intérêt. Pouvoir vraiment fortement typer mes fonctions de service, mes fonctions de modification, etc. Alors que le TypeScript au sein de mon composant, moi, j'ai vu très très peu d'utilité. Rémi, encore un nouveau langage à appréhender. Alors, en effet, tel qu'on le voit, donc c'est des fichiers .svelte, c'est pas des fichiers JS. Il y a une syntaxe un petit peu, donc qui est quand même très très proche de HTML, JavaScript, CSS. Typiquement, ça sent le HTML, JavaScript, CSS quand tu fais du Svelte, avec 2-3 petites particularités, notamment le $2, notamment la notion d'action, etc. L'accolade dièse pour les balises. Donc, oui, il y a 2-3 petites subtilités à connaître qui sont propres à Svelte. Mais derrière, c'est pas vraiment un nouveau langage, c'est quand même, ça reste la base du HTML, JavaScript, CSS. Est-ce qu'il existe des passerelles entre les différents front-ends Angular, Vue et Svelte? Je te dirais Web Component. Puis après, concrètement, un fichier Svelte compilé, tout ce qu'on a à faire, c'est instancier la classe Svelte qui a été réalisée par le compilateur et lui donner un target. Donc, je ne sais pas si ça répond beaucoup à ta question, mais prendre un fichier bundle.js, l'importer dans n'importe quel type de projet et le monter dans ma page est quand même super léger et super facile à faire. Mais la vraie passerelle, je dirais, c'est via les web components qui ferait un peu l'interface entre les différents types de components. Si Svelte est un compilateur, est-ce qu'il y a une sortie possible en WebAssembly? Le créateur de Svelte dit en fait, nous on est un compilateur, donc derrière, s'il faut le sortir dans un langage X ou Y, il n'y a pas de problème en fait. C'est derrière toute la partie lecture, interprétation et génération de code, il y a juste la partie générateur de code à refaire, mais tout le reste est déjà là en fait. Donc potentiellement, c'est absolument pas sur la roadmap, mais pourquoi pas un jour Svelte génère du WebAssembly. Même si je pense que c'est pas le meilleur use case parce que Svelte vient modifier du DOM et WebAssembly pour aller modifier du DOM, c'est pas le meilleur use case en fait. Quelles sont les entreprises françaises qui utilisent Svelte? Donc là, allez voir sur le site. Donc Made with Svelte, vous avez pas mal de petits exemples, notamment donc là, comme je vous l'ai dit, les applis, le French Government. Intérêt d'utiliser Svelte natif pour les applications mobiles. Pour le moment, je dirais que le projet Svelte native est encore à ses débuts, mais je dirais c'est un peu comme tous les frameworks. Pourquoi faire du Angular native, du React native? C'est avoir une unification de langage en fait entre le web et le natif. C'est tout ce que je peux répondre là-dessus. Alors, le résultat d'un build de Svelte est compatible avec quelle version de navigateur? Quid des vieux navigateurs utilisés par les clients? Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une très bonne question, je ne sais pas répondre. J'ai pas l'information en fait à partir de quelle version des navigateurs. Je te dirais récente préférence. Maintenant, le code qui est généré n'utilise pas des fonctionnalités de fou en termes de JavaScript. Donc ça devrait brasser assez large en termes de compatibilité avec les navigateurs, mais
j'ai pas la réponse exacte de à partir de quelle version de navigateur c'est vraiment compatible. Question, peut-on utiliser Svelte sur un développement Liferay? Carrément. Et en plus, si tu passes par des web components, c'est gratuit, quoi. Et je pense que ça serait plus léger que si, par exemple, on avait l'idée folle de faire des composants Angular en Liferay. Je pense que ce serait beaucoup plus léger à développer si on passait par du Svelte. Une autre question, peut-on facilement utiliser Svelte en tant que composant sur des projets existants qui n'utilisent pas de framework JS? Typiquement, la réponse est oui. Pour intégrer un Svelte component dans du JavaScript, un projet Vanilla.js, c'est 2 lignes de code. Si tu passes par des web components, 0 ligne de code. C'est vraiment portable et utilisable un peu n'importe où. Donc la réponse, Benoît, est oui. Question, est-ce que Svelte permet de faire des applications plus facilement référençables en SEO et ou conformes aux normes d'accessibilité qu'avec du React ou du Angular, par exemple? Alors, en fait, donc, comme je vous l'ai montré, c'est pas vraiment Svelte qui vous permet de faire ça, malgré le fait que je vais vous parler de ça. Typiquement, je vais prendre un Ripple. Je vous fais une petite image. Voilà, une petite image. On peut voir que Svelte va me donner en fait tout un moteur pour aller me donner des indications sur les normes d'accessibilité. Alors, tout n'est pas implémentable, mais en fait, il peut aller statiquement analyser mon code. Ça, c'est fourni par défaut. Pour me dire, attention, norme d'accessibilité, les éléments doivent avoir un attribut alt. Donc, merci de le mettre. Et typiquement, le warning disparaît. Donc, Svelte, sur les normes d'accessibilité, je trouve que typiquement, si tu as envie de mettre des attributs ARIA, ça va être très facilement faisable via le système de template. On a juste à taper l'attribut. Il analyse un peu statiquement pour donner des règles en disant tiens, là c'est pas du tout accessible, etc. Et après, ce sera plus sur la partie SvelteKit pour tout ce qui va être server-side rendering pour la partie indexation. Sur la partie POS, comment ils intègrent les interactions avec la machine? Je ne sais pas. Donc le constructeur Stone a fait des petites publications pas énormes, donc j'ai pas le détail de comment ça fonctionne avec Svelte, mais il faudra aller voir sur leur site pour plus d'informations là-dessus. Comment serait gérée une référence circulaire avec l'utilisation du Destiny Operator? Svelte te part là-dessus au niveau de la compilation en détectant tiens, il y a une loupe ici, il ne va pas compiler ton code. Question, est-ce qu'il y a moyen de combiner Svelte avec jQuery UI pour migrer progressivement des applications legacy? Alors, ouais, typiquement avec les actions, donc le use ma fonction, on peut intégrer du jQuery UI sans problème là-dessus. Ouais, enfin, faudrait voir après dans le détail, mais je vois pas de stop possible, enfin de stop pour le moment là-dessus en fait sur du jQuery ou du jQuery UI. Je vois pas de stop pour le moment là-dessus. Sur quel type d'application Svelte est plus à l'aise par sa rapidité, chat, communication, etc. Je dirais sur les... Il y a plusieurs types. Typiquement, on peut très facilement voir une application Svelte sur un petit outil de gestion, sur un petit outil d'administration. Quelque chose d'assez rapide à développer en Svelte, ça se fait vraiment rapidement. Je ne vous ai pas présenté, mais il y a possibilité d'avoir un routeur aussi côté Svelte, donc de manière
pouvoir développer un truc avec un peu plus de pages que 3 pages, dont je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, en fait, les typologies de projets avec Svelte, je dirais à peu près les mêmes que les typologies sur lesquelles on utilise Angular aujourd'hui, même si Angular apporte beaucoup plus de fonctionnalités, notamment tout ce qui est internationalisation, tout ce qui est routeur est défourni par défaut, tout ce qui est interception de requêtes HTTP, beaucoup plus de fonctionnalités. Svelte va très vite à développer quelque chose, un petit site web qui ne demanderait pas autant de fonctionnalités comme Angular peut nous le fournir. Mais typiquement, ouais, une interface de chat, ouais, carrément en Svelte, ça se fait assez gratos. Existe-t-il une certification Svelte? Donc, pas à ma connaissance. S'il en existait, ce serait peut-être un truc fourni par la Svelte Society, mais pas à ma connaissance. Y a-t-il un avantage à générer du web component plutôt que d'utiliser les Svelte components en termes de performance poids? Typiquement, l'overhead Svelte component et Svelte 2 web component est assez minime. Enfin, sur les tests que j'ai pu en faire, il n'y a pas un gros overhead. Même si Svelte a besoin de temps en temps de patcher 2-3 fonctionnalités qui ne sont pas fournies par défaut par le web component, l'overhead est assez minime en fait entre générer un Svelte component et un web component. Donc maintenant, quand tu es mono-techno, genre une toute petite appli Svelte, autant générer du Svelte component. Si tu commences à être multi-techno, bah, comme tu l'as vu, tu as juste à générer un flag côté compilation et ton Svelte, tu le transformes en web component et tu peux l'intégrer partout en fait. Alors Svelte, c'est un langage ou c'est un framework finalement? Bah, c'est une excellente question. C'est du HTML, JavaScript, CSS, mais avec 2-3 particularités sur le. Donc on peut dire que c'est un langage, même si c'est 99% du HTML, JavaScript, CSS. Et en fait, on parle de framework parce qu'il t'amène le concept de fichier Svelte, il t'amène une manière de travailler. Donc c'est un framework aussi, mais c'est surtout en fait un compilateur. La plus grosse partie de Svelte qui effectue le travail, c'est la partie compilateur. Est-ce qu'on peut combiner SvelteKit avec une techno backend, par exemple SvelteKit plus Quarkus, ou bien SvelteKit plus PHP? Donc carrément oui. Donc SvelteKit, je ne l'ai pas forcément montré, je suis allé très vite dessus, mais si ça vous intéresse, on pourra faire un autre apérocode dessus. Mais en fait, donc, on peut exécuter une partie serveur côté SvelteKit, donc des fonctions REST, etc. Et derrière, rien n'empêche de nous-mêmes, ces fonctions-là, appeler d'autres fonctions qui peuvent être écrites en PHP, en Quarkus, en ce qu'on veut. SvelteKit te fait un peu l'interface avec ton application front et derrière, tu as le droit d'aller faire ce que tu veux, interroger du GraphQL, tout ce que tu veux, tout est possible. Dernière question à part, le compilateur et les fonctionnalités évoquées, pourquoi partir sur Svelte plutôt qu'Angular par exemple? Je dirais, il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Tout dépend de quel est ton besoin. Typiquement, j'ai un petit site vitrine à faire, un petit site qui a une page société, un petit site vitrine. Direct, moi, je fonce sur du SvelteKit. Génération statique ou semi-dynamique de ma page. C'est quasi dans la demi-journée, le site, il est fait, quoi. Ça va extrêmement rapidement à faire, à mettre en place. Sur une appli avec un gros back-office internationalisable, des règles métiers dans tous les sens, Angular va m'apporter un peu plus d'aide. Je dirais aussi en termes de ressources, nombre de personnes qui savent faire du Svelte et qui savent faire du Angular, enfin qui se positionnent comme sachant faire du Svelte ou Angular. Angular a beaucoup plus de personnes qui savent faire de l'Angular que Svelte, même si, à mon sens, le gap la courbe d'apprentissage est très légère en Svelte.
Personne ne se déclare en tant que développeur Svelte pour le moment. Ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, je dirais tout dépend des besoins. Et c'est vrai que le concept de légèreté, rapidité, mise en application, time to market va plus de pair avec Svelte qu'avec Angular, même si Angular a d'autres avantages. Est-ce que, Edouard, tu veux reprendre la main pour donner le mot de la fin? Écoute, Mathieu, merci beaucoup. C'était très très bien, très intéressant. Donc ça reste encore un produit relativement jeune, mais qui a l'air quand même très prometteur. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de réaliser un vrai projet avec cet outil, quoi. On a plusieurs pistes, mais ça ne saurait tarder de la mise en production ces données avec des Svelte. Avec un backend Quarkus, comme ça on aura là. On pourra faire ça aussi. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis, on se revoit le mois prochain pour le prochain apéro code. Ça marche. Le prochain apéro code, ce sera autour de concours d'IA et de théorie des jeux. Ce sera notre ami Vincent Coubret qui nous présentera ce sujet. Eh ben, je serai là. Eh bien, on compte sur vous. Encore une fois, merci pour le soutien et puis d'avoir assisté à cette conférence. Et puis, à très bientôt.